Ok. Rebonjour pour ceux qui sont là depuis le début. Je vois qu'il y a des gens qui sont assidus à Strack DevOps. Donc on accueille Gaël Corlet de Ilki. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour cette session, on va aborder un sujet important lorsqu'on va consommer du cloud, qui est le sujet FinOps. Et donc, quels outils open source pour maîtriser vos coûts cloud. Donc, pour débuter, je me présente. Je suis Gaël Corlet, directeur technique et cofondateur du cabinet de conseil Ilki. Également, donc vous voyez mon adresse Twitter. Et également, nous développons une distribution Kubernetes appelée AgoraKube depuis 2019. Donc nous sommes toujours à la recherche de contributeurs. Donc n'hésitez pas à venir contribuer ou tout simplement à tester notre distribution et à nous faire vos retours. Donc pour aborder le sujet du FinOps, je vais démarrer par l'émergence du FinOps et avec une petite définition pour commencer. Donc ici, les caractéristiques d'un cloud développé par le NIST avec 5 caractéristiques, dont une qui concerne la mesure du service et à quelle fin, eh bien, si la solution de cloud provider permet de mesurer la consommation des ressources et du service, eh bien, ça va vous permettre d'être facturé par ce cloud public. Donc ensuite, est-ce que le FinOps est une nouvelle terminologie, en tout cas une nouvelle pratique ? Eh bien, sachez qu'avant que le terme FinOps se développe, d'autres terminologies existaient comme le Cloud Cost Management, le Cloud Cost Optimization ou le Cloud Financial Management. Donc, pourquoi FinOps ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement un dérivé de la terminologie DevOps, comme on va retrouver du AIOps, du MLOps. Eh bien, dans le monde de la finance, on va trouver le terme FinOps, et donc qui va rassembler un peu tout ce qui va être gestion financière du cloud computing, et évidemment les différentes personnes, les opérationnels qui vont manipuler le cloud. Donc juste derrière ce terme, un point important dans le FinOps, ça représente vraiment un point important, c'est que les opérationnels, ceux qui font les opérations sur le cloud public vont parmi être les premiers à effectuer des actions et donc à pouvoir avoir un œil directement sur les infrastructures et donc avoir la possibilité de modifier et d'améliorer, d'optimiser les coûts du cloud. Donc maintenant, si on regarde un peu les inquiétudes ou en tout cas les choses qui inquiètent en tout cas les entreprises dans un premier temps lorsqu'elles vont vers le cloud. Donc ici une statistique par une société allemande qui s'appelle Statista de 2021. Et donc si on regarde le premier facteur qui freine un petit peu les entreprises pour adopter les solutions de cloud computing dans le cloud public, eh bien effectivement, c'est la gestion des coûts cloud, donc une dimension importante. Donc je vais revenir un petit peu sur comment l'évolution en fait entre des infrastructures on-premise et des infrastructures dans le cloud public. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Historiquement, lorsqu'on investit dans nos infrastructures on-premise, on favorise en fait du capacity planning et de la prévision sur des durées de 3 à 5 ans. Et donc ce qu'on constate, c'est que dans les premiers temps, bien sûr, on investit dans du matériel et donc dans les premiers temps, il n'est pas utilisé en totalité. Et évidemment, à l'issue de ces 3 ou 5 ans, ce cycle de 3 ou 5 ans, eh bien, si on avait bien prévu, il n'y a pas trop de contention, mais si les prévisions avaient été un petit peu hasardeuses, eh bien, on va se retrouver particulièrement, si on prend l'exemple du stockage, on peut se retrouver avec des problématiques de contention sur le stockage, pour reprendre cet exemple. Lorsqu'on va adopter des solutions de cloud computing, là, on va plutôt essayer d'investir sur un mode OPEX, donc on va plutôt acquérir ce que l'on consomme. Donc ce mode OPEX tend à faire coïncider la puissance consommée aux besoins réels que vous avez. Et donc évidemment, l'idée, c'est de faire coller la puissance consommée chez un cloud public à vos réels besoins, et ce dynamiquement, et donc les coûts associés également. Alors il y a un autre aspect au-delà du modèle CAPEX-OPEX qui peut intervenir, c'est que historiquement dans vos data centers on-premise, lorsque vous provisionnez des environnements, généralement vous ne vous attardez pas trop à savoir si l'application doit être utilisée tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, y compris la nuit, le jour. Donc généralement vous laissez tourner vos infrastructures même s'il n'y a pas d'utilisateur actif sur chacune de vos applications. Donc typiquement, si on prend un logiciel de paie, il est rarement utilisé dans les premières semaines du mois, pourtant il est disponible et les gens peuvent s'y connecter, donc vous consommez des ressources alors que potentiellement ce ne serait pas nécessaire. Donc lorsque vous allez aller dans le cloud public, là il va vraiment falloir considérer cette dimension-là.
essayer d'identifier quand est-ce que les applications sont réellement nécessaires pour les démarrer uniquement quand vous en avez besoin. Donc on va rapidement parler de cycles, stop, start, la nuit ou telle semaine, etc. pour les différents workloads. Et également essayer de capitaliser sur des mécanismes d'autoscalabilité pour que l'infrastructure évolue en fonction de la charge. Alors, un autre point important ici, c'est que les modèles de coûts du cloud public sont-ils complexes? Eh bien, de base, c'est assez simple, puisque les cloud providers sont réellement transparents par rapport au coût des différents services qu'ils vont vous proposer. Donc, une transparence sur les prix, un certain nombre d'outils pour vous aider à anticiper les coûts que vous allez avoir en déplaçant des workloads chez le cloud provider. Donc, c'est simple, mais néanmoins, pas si simple que ça dans la réalité, puisqu'on va rencontrer des modèles de facturation assez différents suivant les différents cloud providers. Et pour chaque service, on va aussi avoir une certaine complexité, puisqu'on va pouvoir compter et de la CPU, et de la RAM, et du disque, et des IOPS, et de la bande passante, etc. Donc, eh bien, finalement, c'est quand même assez compliqué d'anticiper les coûts que vous allez pouvoir avoir lorsque vous allez déplacer des charges de travail dans le cloud. Donc, complexité des coûts, variété des modèles pour ceux qui consomment des infrastructures dans le cloud public chez différents cloud providers. Vous voyez que chaque cloud provider a sa propre méthode de calcul et les coûts peuvent différer aussi en fonction de différents arguments. Donc, en fonction de la région dans laquelle vous allez déployer vos infrastructures, vous allez avoir des coûts différents. Généralement, c'est lié au prix du mètre carré. Tokyo et la Virginie aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait les mêmes coûts. Donc, le coût du data center est répercuté, bien sûr, donc, en fonction de la région. Également, en fonction des services, chaque cloud provider va avoir sa propre méthode de calcul. Et évidemment, chaque cloud provider va également proposer des offres de discount ou en tout cas des offres optimisées avec généralement un impact sur le SLA, la production ayant un coût supérieur et potentiellement des environnements hors production avec des coûts moindres et donc un SLA moindre. Donc, les modèles de coûts les plus répandus, ça va être le pay-as-you-go. Vous consommez, vous payez, vous éteignez vos infrastructures, vous arrêtez de payer. Et puis, on va avoir deux modèles un petit peu opposés à celui-là, en tout cas, de chaque côté de celui-là. Le modèle réservé, où là, vous avez une bonne vision sur le futur de vos infrastructures et donc vous allez vous engager avec un coût adapté sur 1 an ou sur 3 ans, généralement, les modèles les plus répandus. Et vous avez également un modèle sur un mode spot. Donc ça, c'est plutôt lorsque le cloud provider veut essayer de vendre la puissance qui n'est pas actuellement utilisée, il va vous faire des offres discountées. Donc soit avec des seuils à partir duquel vous acceptez que vos workloads soient éteints ou d'autres types de modèles. Également, la possibilité d'avoir, donc là particulièrement dans Azure, pour reprendre cet exemple-là, de souscription DevTest, vous allez avoir des offres où vous allez avoir un SLA moindre, mais pour l'ensemble de vos workloads. Donc, c'est généralement très adapté, voire même très apprécié par les entreprises, de pouvoir mettre tout ce qui n'est pas en production à des coûts plus intéressants. Et bien sûr, tous les cloud providers ne proposent pas tous ces modèles. À titre d'exemple, OVH, par exemple, ne propose pas d'instances réservées, mais plutôt, plus vous laissez tourner vos environnements, au bout d'un mois, vous allez pouvoir avoir une baisse de 50% du coût si vous avez laissé tourner vos machines pendant le mois entier. Et enfin, avec l'apparition de services beaucoup plus avancés que l'infrastructure as a service ou des instances, vous allez trouver des nouveaux modèles où là, la complexité va commencer à évoluer, en fait, puisque vous allez avoir des paiements à l'usage par unité de temps CPU, par IOPS, par volume de requêtes. Et donc là, la difficulté, c'est surtout de savoir de connaître les caractéristiques de vos applications. Et ce n'est pas toujours aisé de savoir quel est le volume d'IOPS qui va être consommé ou le volume de requêtes que vous allez absorber dans vos applications. Donc, une multitude de services. L'impact, c'est une multitude de modèles de coûts, y compris pour ces services au sein d'un cloud provider. Donc, finalement, on parvient quand même assez rapidement à un modèle assez complexe en général. Donc, la pratique FinOps va permettre de nous aider. Et donc, la première chose à dire par rapport à la méthode FinOps, c'est le cycle FinOps. On pourrait faire un parallèle avec le cycle DevOps.
On évalue des choses, on les met en place, on regarde si ce qu'on a évalué est vrai. Donc, on analyse en fait les coûts qui ont été engendrés parce qu'on a déployé chez le cloud public. Et ensuite, on essaye de faire des modifications pour améliorer les choses. On réévalue le budget, on réobserve ce qui a été réellement consommé et on essaye de s'améliorer comme ça au fur et à mesure. Alors, cette méthode-là, aussi simple soit-elle, telle que présentée là, eh bien, en fait, il faut quand même y aller très progressivement. Et donc, une méthode qui est assez avancée, en tout cas dans les technologies FinOps, c'est, eh bien, vous allez commencer par ramper, puis vous allez marcher, puis courir, puis voler, donc progresser au fur et à mesure de votre pratique du FinOps pour optimiser vos coûts. Donc, OK, on a parlé de la méthodologie FinOps, donc par où commencer? Donc, il y a un certain nombre d'aspects ici représentés, hein, les principaux challenges, donc, qui vont être avoir une prévision fiable, éviter de perdre des ressources ou en tout cas supprimer les ressources non utilisées. Et puis l'un des points les plus importants, c'est aussi donner de l'autonomie à vos ops pour qu'ils prennent des actions eux-mêmes pour réduire les coûts. Donc là, j'ai encadré quelques axes à considérer, hein. Le right sizing, qui consiste à vraiment provisionner ce dont vous avez besoin. Mettre en place une stratégie de tagging pour être sûr de pouvoir refacturer au bon service dans votre entreprise. Définir les budgets et les prévisions. Essayer de profiter également des offres discountées des clouds publics et donc supprimer effectivement toute ressource non utilisée. Donc, encore, pour parler des outils, donc, la majorité des outils que vous allez utiliser dans un premier temps vont généralement être les outils proposés par le cloud provider. Donc là, on voit les trois outils leaders sont ceux proposés par les cloud providers. Vous voyez également qu'ensuite, il y a des entreprises qui développent leurs propres outils, ce qui est une pratique quand même assez répandue, et ensuite des outils propriétaires qui sont généralement très très onéreux. Donc le premier pas vers ce type de pratique FinOps, ça va être de simuler vos coûts, de monitorer les ressources réellement consommées, et les cloud providers vous fournissent généralement aussi une analyse en vous disant que telle ou telle machine est trop dimensionnée ou pas suffisamment. Donc, ce faisant, est apparue sous la Linux Foundation une fondation qui s'appelle la fondation FinOps. Et donc, cette fondation, alors pour ceux qui connaissent le landscape de la CNCF, celui-ci est un petit peu moins impressionnant, mais la fondation est également plus récente. Donc, pour savoir si on a des acteurs open source dans cette fondation, on va utiliser le petit filtre prévu à cet effet. Donc, j'ai coché open source dans le landscape FinOps. Et là, magie. C'est un petit peu la catastrophe. Il n'y a aucun acteur open source. Et voilà. Bon. Donc évidemment, on a un petit peu de temps, donc on va continuer un petit peu plus quand même. Donc pour bien débuter en fait, hein, cette première phase de ramper, là réellement, le point important, c'est que lorsque vous allez faire vos designs, votre architecture pour porter des applications dans le cloud, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez devoir faire un certain nombre d'analyses pour évaluer les coûts. Et donc là, ce que je vous présente, hein, le dimensionnement, les périodes et où les cycles d'usage, la montée en charge et la variabilité, et les détails qui concernent le volume d'IOPS pour bien choisir les disques, parce que ça peut vite, un disque mal choisi, par exemple en termes d'IOPS, ça peut vite aller très très haut en termes de coûts. Donc ce n'est pas réellement technique, là ça va vraiment être de l'échange avec vos développeurs ou un éditeur si c'est une application externe, pour bien essayer de dimensionner correctement l'application et ce par environnement, hein. Évidemment, dans les environnements hors production, on ne va pas avoir des infrastructures aussi puissantes qu'en production. Également, les périodes ou les cycles d'usage, hein, est-ce que vous allez plutôt tendre vers du pay-as-you-go avec du start-stop de vos infrastructures ou alors plutôt réserver la charge, la puissance dans le temps, mais là aussi, ça veut dire que vous avez une bonne vision du futur et que vous savez combien d'utilisateurs à terme viendront consommer cette application. Donc, les outils de base que vous allez utiliser, ça va généralement être les simulateurs proposés par le cloud provider. Donc, c'est assez manuel comme travail, hein. Vous allez évaluer les coûts service par service.
Et donc, vous finissez généralement à mettre tout ça dans un tableur, puis à faire vos simulations. L'étape un petit peu suivante, ça va être d'utiliser de l'automatisation. Tous les coûts des cloud providers sont disponibles via API, donc vous pouvez automatiser jusqu'à un certain niveau ce que vous allez consommer en interrogeant tout simplement cette API en Python ou via d'autres langages. Et donc, vous finissez encore avec votre tableur, bien sûr, pour consolider toutes ces informations. Donc ça va être la première étape avant de déployer des choses chez le cloud provider. La deuxième étape va consister à, une fois que vous avez déployé et une fois que vous avez vos premières factures, eh bien, essayer de collecter toute l'information de facturation et essayer de la retraiter, éviter les doublons, ce genre de choses. Puis analyser et faire un reporting pour savoir si vous aviez correctement évalué vos solutions. Donc, certains outils sont indiqués ici, les outils du cloud provider, mais vous trouvez également des outils open source comme Kibana ou Metabase qui vous permettent de visualiser vos différents coûts et donc les analyser. Donc, on arrive aux outils open source disponibles à l'heure actuelle, au-delà de ce que la FinOps Foundation indique, bien sûr. Et donc, ici, un petit clin d'œil à Bernard Golden pour sa méthode Open Source Maturity Model qui aide à identifier les projets open source qui vont avoir une certaine maturité. Donc, c'est basé sur le nombre de commits, la fréquence des commits, le nombre de contributeurs, etc., sur Git. Donc, on a identifié 3 solutions open source qui sortent du lot à l'heure actuelle. Une première qui s'appelle Infracost, qui est basée sur Terraform. Donc, Terraform est un outil d'orchestration qui vous permet de provisionner vos applications, vos workloads chez un cloud provider via l'infrastructure as code. Donc, tout est décrit dans un fichier. Et donc, ça permet de se connecter à l'API du cloud provider et de lister et d'anticiper en fait, les coûts que vous allez avoir en déployant vos infrastructures. Cet outil Infracost permet de faire les simulations sur les 3 hyperscalers du marché. Une deuxième solution qui s'appelle Comizer permet également de faire le même type d'analyse. Alors, c'est un projet qui est manifestement piloté par en tout cas développé par un Français. Et ce projet est un petit peu en sommeil à l'heure actuelle. Et n'hésitez pas à aller sur le GitHub de ce site-là, puisque justement le développeur de cette offre demande de l'aide aux contributeurs pour développer sa solution. Et donc, cette solution permet également de faire de la simulation et du FinOps sur OVH. Enfin, une dernière solution qui est un petit peu plus particulière que les 2 premières, qui est Finala, qui est uniquement orientée AWS et qui va être surtout là pour identifier dans ce que vous avez déployé les ressources qui ne sont pas réellement consommées, donc que vous pourriez potentiellement supprimer, une IP publique oubliée quelque part ou un disque non attaché par exemple. Donc, au sein d'Ilki, on est assez fan de Terraform, c'est quasiment l'outil qu'on utilise au quotidien pour déployer nos infrastructures. Donc, j'ai mis un petit cœur sur Infracost. Et donc, juste un petit slide pour vous le présenter. Infracost va supporter plus de 200 ressources du cloud provider. Et donc, je pense qu'il y a un certain lien également avec Terraform, bien sûr. Donc, cet outil va vous permettre à intervalles réguliers de récupérer les coûts du cloud provider, donc dans cet exemple-là, semaine après semaine, et de comparer aux coûts que vous aviez prévus initialement. Alors, il y a dans la roadmap un nouvel outil qui va être bientôt supporté, qui est Pulumi, qui est un produit similaire à Terraform, mais qui permet de manipuler le cloud directement à partir de langages comme Python ou autre. Donc voilà une solution, en tout cas, je pense qu'il faut regarder. En tout cas, nous, côté Ilki, on la regarde. Et donc, pour terminer cette présentation, quelques perspectives. On a vu que grâce à Infracost et à Terraform, vous allez pouvoir simuler vos coûts et avoir une boucle de retour pour savoir si c'est réellement ça qui a été consommé. Alors, il y a un autre outil dont je ne vous ai pas parlé, que je vais afficher maintenant, qui s'appelle KubeCost, alors qui est réellement dédié en fait, à évaluer les coûts et à faire du FinOps sur des infrastructures Kubernetes, quel que soit le cloud provider. Et donc, on est en train d'étudier ces 2 solutions et surtout de voir si on pourrait coupler l'une de ces 2 solutions avec une solution récente soutenue par la CNCF qui s'appelle Crossplane et en fait qui est une sorte
de Terraform, entre guillemets, défini sur Kubernetes, qui vous permet de définir vos infrastructures sous forme de manifeste Kubernetes, et qui a un avantage également par rapport à Terraform, puisqu'il va faire de la réconciliation et, comment dire, en tout cas, vous allez avoir un mécanisme d'état désiré grâce à Kubernetes pour pouvoir manipuler vos différentes infrastructures sur les différents cloud providers. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Merci beaucoup.